tous. Je vous remercie d'être présent pour cette table ronde sur le numérique au service de l'environnement. Alors, j'avais initialement prévu un petit pitch sur l'état de l'environnement, mais bon, les slides se sont perdus en chemin, donc je vais vous renvoyer à Jean Covici et Arthur Keller pour vous mettre dans l'ambiance. Et comme ça, on va passer rapidement, donc non pas à l'état, au constat, mais on va passer plus aux solutions, à des solutions technologiques, à des solutions numériques. Et on reçoit donc pour en parler Sophie Zimmermann de Suez. Bonjour Sophie. Ensuite Gilot Malpart. Bonjour Gilot. Henri Delatte de Global Smart Rescue. Et Daminda de HD Rain. Voilà. Et donc je vais passer directement aux questions. On va commencer par Sophie d'ailleurs, au Dordam. Vous êtes responsable du pôle recyclage et valorisation au LIR, au sein du groupe Suez. Donc déjà, le LIR est situé où et en quoi consiste justement cette activité ? Commencer. Donc, le LIR est un des centres de recherche et d'innovation du groupe Suez, qui est un acteur majeur de la gestion de l'eau et des déchets. Et la spécificité du LIR, qui est situé à la fois à Paris et à Bordeaux, c'est de rassembler une quarantaine d'experts de milieux vraiment différents, que ce soit de sciences humaines et sociales, en passant par de l'ingénierie, de la technologie. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une approche globale. Et notre activité, donc au LIR et plus précisément au sein du pôle recyclage et valorisation, c'est de mixer justement l'ensemble de ces expertises, de les croiser et de proposer à nos clients des innovations territoriales qui vont permettre justement de réduire les déchets à la source et également d'en optimiser leur tri et leur recyclage. D'accord, merci. J'avais parlé aussi d'une question qui fâche un petit peu, enfin, c'est le gouvernement là. Les Français, au niveau du recyclage, justement, ils en sont où ? Alors les Français au niveau du recyclage, donc aujourd'hui on a quand même un volume de déchets qui reste assez élevé. En moyenne, un Français va produire aux alentours de 500 kg de déchets ménagers assimilés par an et c'est un volume qui tend à stagner ces dernières années. Cependant, on a quand même une performance de tri et de recyclage qui progresse, mais il nous reste encore du chemin à parcourir pour arriver au même niveau que certains pays européens, je pense à l'Allemagne ou aux pays scandinaves. Et surtout atteindre les objectifs de la France qui sont fixés à un taux de recyclage de 65% à horizon 2025. Donc aujourd'hui, un des principaux leviers va être la prévention et toutes les solutions justement numériques qu'on va pouvoir déployer sur les territoires vont aider les collectivités à aller plus en avant et à accompagner le changement, qu'il soit structurel, donc au niveau de la collecte, du tri, du recyclage, mais également un changement des comportements, des usagers notamment, pour aller vers des comportements de plus en plus vertueux. D'accord. Et justement, oui, par rapport au comportement, vous avez parlé justement du nudge, et vous travaillez dessus avec des applications, une application mobile, je crois, tout à fait. pour améliorer justement le tri. Comment vous faites en fait ? Alors je pense que les spécialistes sociologues du LIR en parleraient bien mieux que moi. Donc aujourd'hui, le nudge, c'est une théorie qui est issue des sciences comportementales et qui vise justement à inciter les individus à agir sans jamais les contraindre. Donc aujourd'hui, couplé à des technologies numériques, on va parler de digital nudging. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde y est confronté quand on va sur un site de e-commerce faire ses courses en ligne. Au moment d'acheter un produit, il n'est pas rare qu'on soit incité à acheter un produit additionnel. On a souvent la mention 95% des individus, des personnes qui ont acheté ce produit-là ont également acheté tel ou tel produit. Ou alors on va voir défiler le stock qui s'amenuise du produit qu'on a envie d'acheter. Nous, au sein du LIR, on a cette chance chez Suez aussi de pouvoir mixer à la fois des compétences en data science à des compétences en économie comportementale et ça va nous permettre sur un territoire de mieux comprendre finalement quelles sont les pratiques de tri, mais également d'identifier les freins et les leviers et puis de proposer des solutions adaptées justement pour réduire les déchets à la source. Et donc, on se rend compte aujourd'hui dans les rapports de l'ADEME ou de Citeo que l'information est un des premiers leviers justement de réduction ou
est un des premiers leviers qui va inciter à un meilleur tri. Et donc, on a déployé chez Suez une application qui s'appelle Mon Service Déchets et qui va permettre aux citoyens, finalement, de savoir quels sont les horaires de passage des camions, quels sont les horaires d'ouverture de la déchetterie, de pouvoir faire un signalement et aussi de pouvoir scanner le code-barre d'un emballage pour avoir automatiquement la bonne consigne de tri associée. Et demain, on espère faire évoluer cette application pour qu'au sein d'un foyer, on puisse tout de suite savoir quelle est la quantité de déchets qu'on va émettre, mais également pouvoir se comparer à une typologie de famille identique ou même avoir des bonnes pratiques finalement pour réduire ces déchets-là. Et donc en fait, les fonctionnalités ont été testées il n'y a pas longtemps à Montauban et s'appuient justement jouent sur des biais cognitifs que sont la récompense, la valorisation de comportements vertueux, la comparaison avec les pairs, etc. D'accord. Oui, et donc après le tri, il y a aussi maintenant le ramassage justement des déchets. Donc vous faites le suivi justement des camions, je crois, le camion, Plus, oui. Et ça vous permet de diminuer l'empreinte écologique, c'est ça? Vous faites comment? Le service de collecte a largement évolué ces dernières années, justement pour accompagner les collectivités pour atteindre justement des contraintes réglementaires qui sont de plus en plus fortes, que ce soit en termes de réduction des déchets à la source ou de généralisation du tri, d'optimisation de la valorisation. Et donc aujourd'hui, grâce à l'IoT, on est capable de monitorer des parcs de poubelles, de savoir, grâce à des capteurs, quels sont leurs niveaux de remplissage, de pouvoir les géolocaliser, de connaître aussi leur typologie, les déchets qu'elles contiennent. Et donc toutes ces informations-là, elles vont remonter à des plateformes de données et on va ensuite pouvoir en extraire les données les plus pertinentes, comme le lieu, l'endroit, la dimension les plus stratégiques pour les conteneurs. Également pouvoir connaître les itinéraires de collecte, le dimensionnement des camions. Tout ça justement pour optimiser les parcours et réduire notre empreinte environnementale. Et en plus, vous avez fait une expérimentation à Rennes, c'est ça? En ajoutant des caméras sur les camions de collecte. Et pourquoi faire? C'est pour surveiller les gens? Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que les collectivités aujourd'hui sont tout à fait conscientes qu'une meilleure gestion de la donnée va permettre de réduire les externalités négatives de la collecte et va permettre d'optimiser à la fois les performances, qu'elles soient économiques ou environnementales, mais souvent elles sont assez démunies et elles attendent du prestataire qu'il soit force de proposition sur des cas d'usage. Et avec Rennes Métropole, on a travaillé ensemble justement parce que cette métropole a initié une réflexion autour de la gestion de la donnée il y a plusieurs années déjà. Et dès 2017, ils ont décidé de pucer l'ensemble de leur parc de bacs sans même réfléchir à une tarification incitative. Ils voulaient juste, via la donnée, optimiser la gestion des déchets sur leur territoire. Et Suez les a accompagnés justement. Et nous avons déployé sur le territoire un ensemble de camions intelligents qu'on appelle Smart Truck et qui sont dotés d'informatique embarquée, de caméras. Et on a co-construit avec Rennes Métropole plusieurs cas d'usage. Donc le premier, c'est mettre à disposition de Rennes Métropole un ensemble d'outils qui vont permettre de piloter justement le service de collecte au plus près. Donc ils vont avoir une interface qui va leur permettre de visualiser un certain nombre d'indicateurs comme les tonnes collectées, le nombre de bacs, le nombre de bacs levés, mais également de pouvoir visualiser en temps réel les tournées de collecte, les écarts de collecte, et puis de pouvoir, à la maille des quartiers, visualiser le taux de présentation de bacs, mais également le taux de remplissage. Donc ça va leur permettre de savoir si la dotation de bacs est bien utilisée, bien sûr, mais également de visualiser les quartiers sur lesquels un effort de prévention est nécessaire. Le deuxième cas d'usage nous a permis là de travailler plus autour de l'analyse d'images et d'identifier des défauts de voirie, puisqu'on a cette chance d'avoir des camions qui circulent un peu partout sur le territoire. Et donc grâce à cette analyse d'images, nous pouvons visualiser l'état de dégradation des chaussées et du coup faire communiquer l'ensemble de ces données au service de voirie pour qu'ils puissent intervenir plus rapidement et de façon ciblée. Et le dernier cas d'usage
c'est un cas d'usage autour du monitoring de la qualité de l'air, puisque nous avons doté nos camions de capteurs qui permettent justement de visualiser tout au long du parcours la qualité de l'air et de communiquer sur des pics de pollution. Donc ces données vont alimenter la base de données d'Airbreeze, qui est l'organisme en charge du monitoring de la qualité de l'air sur le territoire. Donc vous rentabilisez au maximum justement On essaye. le relevé des déchets justement en apportant toute cette valeur ajoutée. Hein, et maintenant je vais me tourner vers 2001. Donc, si j'ai bien compris, avec HD Rain, vous avez déployé justement votre technologie sur tout le pourtour méditerranéen et vous exploitez donc les perturbations des signaux électromagnétiques venant justement des satellites, c'est ça, pour avoir des données météorologiques. Nous, en fait, on utilise le principe que les ondes électromagnétiques sont atténuées par la pluie. Et donc, en fait, on écoute des satellites qui sont déjà lancés, hein, c'est pas les nôtres, des satellites de télévision. Donc, c'est des satellites qui sont géostationnaires, c'est-à-dire qui sont fixes dans le ciel. Et on les écoute. Et en fonction du signal qu'on reçoit, quand on voit qu'il y a une chute dans le signal, on sait qu'il y a de la pluie entre les deux. Après, avec des réseaux de neurones, etc., on arrive à identifier quelles sont les périodes de pluie et combien il y a de pluie sur le lien. Après, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on déploie du coup un réseau sur tout l'arc méditerranéen en ce moment. Et donc, en fait, sur une aire d'intérêt avec plein de stations, on arrive à recréer des cartes de pluie en utilisant des algorithmes de météo et des algorithmes mathématiques. D'accord. Et donc au niveau des cas d'usage, vous en faites après, vous proposez des systèmes d'alerte Alors pour l'instant, nous en fait on produit la donnée. Donc ce qu'on va faire en fait c'est vendre la donnée à nos clients. Donc les clients ça peut être des assureurs, ça peut être des services de météo nationaux, ça peut être des syndicats de bassins versants. On travaille avec Suez entre autres. Les secours aussi. Je ne sais plus si je te dis. Mais donc avec Suez, vous pouvez m'en dire plus? Alors avec Suez, en fait, on a un projet en Géorgie, à Tbilissi, qui est en fait une ville qui est un peu en fond d'une cuvette. Et donc en fait, il y a au printemps régulièrement des inondations. Et alors a priori, moi je connais pas, mais mes collègues m'ont dit qu'en Géorgie, il y a un seul réseau d'eau pour les eaux usées et les eaux pluviales. Et donc du coup, c'est vraiment problématique quand ça déborde. Voilà, donc là, on travaille donc c'est un projet à 3 composantes en fait. Donc nous, HD Rain, on pose nos stations et on produit la donnée météo avec les prévisions. Après, on travaille du coup il y a un deuxième étage en fait qui est une start-up grenobloise d'hydrologie qui s'appelle Tenevia, et qui vient, elle, mettre son savoir-faire pour calculer en fait des débits. Et après, Suez utilise aussi son savoir-faire pour gérer le réseau et voir où sont les problèmes, quoi. Donc vous faites quelque part, vous participez à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation. C'est grâce à ces données. Vous fournissez les données pour ces deux cas. Oui. Oui. Alors l'adaptation, il va falloir tous qu'on s'adapte, malheureusement. Oui. Et oui, tout à fait. Oui, dans la lutte de catastrophe. Mais en parlant d'ailleurs d'atténuation, là, on va repasser à l'atténuation au changement climatique. Gilot, je crois que tu es justement expert dans le domaine. Dans l'atténuation. Donc, ton entreprise, c'est Mavana. Tu es le cofondateur et président, si je crois bien. Et donc, tu proposes justement un accompagnement avec de l'IoT pour faire des économies de carbone aux entreprises, c'est bien ça? Oui, entre autres. Alors, je vais me permettre, si tu veux bien, Mickaël, 2 petites définitions, enfin 3, oui, sur l'atténuation, l'adaptation et l'IoT. Peut-être à travers une image pour ceux qui sont moins intimes avec les termes adaptation et atténuation. Imaginons qu'on est sur un bateau. La Terre, c'est un gros bateau. On a de l'eau qui rentre, beaucoup d'eau qui rentre. Atténuer, c'est boucher les trous, faire en sorte que le danger soit limité. S'adapter, c'est mettre des bottes, un seau, et puis faire sortir tout ça et faire en sorte que le bateau ne coule pas.
Et donc quand on parle d'atténuation, dans notre cas, l'atténuation du changement climatique, c'est faire en sorte qu'on ait le moins d'émissions de gaz à effet de serre qui se rajoutent à celles qui sont là naturellement et à celles qu'on a déjà provoquées en tant qu'activité humaine. Et l'adaptation, c'est faire en sorte que nos activités humaines soient le moins perturbées possible, ou en tout cas qu'on continue à vivre tous ensemble de manière collective, en société et de manière amicale. Et donc quand Michael dit que la société Mavana travaille sur l'atténuation, entre autres, c'est qu'effectivement, la raison d'être de l'entreprise qu'on a cofondée il y a un peu plus d'1 an, c'est d'aider les organisations, publiques comme privées, à identifier et réduire leurs impacts environnementaux, entre autres les émissions de gaz à effet de serre, mais pas que. On peut parler de l'eau, entre autres, qui a été beaucoup d'actualité cet été. Et on le fait, on accompagne ces organisations en les conseillant sur leur empreinte environnementale et leurs services numériques, parce que c'est le milieu dont beaucoup d'entre nous, cofondateurs de Mavana, provenons. Et dans le numérique, il y a notamment l'Internet des objets. J'ai fait ma grande partie de ma carrière dedans. C'est ce qu'on appelle l'IoT depuis tout à l'heure, IoT pour Internet of Things, comme Internet des objets. Et dedans, on considère qu'il y a tous les pans du numérique, à la fois de l'électronique, du logiciel embarqué, web, du réseau, de la cybersécurité. Donc il y a un peu tout ça. Et donc quand on accompagne les entreprises, c'est effectivement pour les aider, comme les exemples de Sophie tout à l'heure, hein, c'est quelque chose qu'on fait déjà. On fait déjà de la collecte de déchets, mais c'est peut-être tenter d'optimiser cette collecte des déchets à travers des objets connectés. Et on le fait chez Mavana en prenant en compte quatre dimensions. C'est l'adéquation technologique, bon, ça on parle de l'IoT, l'adéquation sociale, pour rebondir un peu sur ce que disait tout à l'heure Sophie, sur comment inciter les gens, mais également prendre en compte l'impact de la technologie sur les personnes. Si vous avez assisté à la mêlée tout au long de la semaine, vous avez certainement vu qu'on parle d'accessibilité, qu'on parle de difficultés de certaines personnes à accéder aux services numériques. Donc c'est prendre également en compte les impacts de la technologie sur, en l'occurrence, là, les organisations et les personnes qui travaillent dans ces organisations. Donc adéquation technologique, adéquation sociale, rentabilité économique, parce qu'on sait que sans ça, les organisations ne vont pas vraiment le faire, et rentabilité environnementale, c'est-à-dire que dans tout ce que l'on fait, on prend en compte, un peu comme un comptable, hein, un expert comptable, on regarde les coûts d'une entreprise, son retour sur investissement quand on se lance dans un projet. Mais on fait la même chose d'un point de vue Internet des objets. Quel est le coût environnemental de la fabrication, de l'utilisation et de la fin de vie de ces 10 objets connectés, et quels vont être les potentiels bénéfices. Et puis derrière tout ça se tirent beaucoup de choses comme l'effet rebond, etc. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Oui, justement. On va en parler, mais juste, par exemple, vous avez un cas d'usage en IoT Il y en a pas mal. Un exemple que je donne souvent parce qu'il se comprend très bien. Un de nos clients, c'est un cabinet de la mesure de la qualité de l'air dans les bâtiments publics, comme celui-ci, et qui sont mandatés régulièrement par les instances publiques pour venir faire de la mesure de la qualité de l'air et de l'eau dans les bâtiments. Donc comment ça se passe ? C'est souvent une personne, souvent de formation ingénieur, qui se déplace sur site et qui a un petit appareil électroportatif qui va faire un audit d'un bâtiment. Ça peut durer quelques heures, voire une journée, et qui retourne ensuite dans son bureau pour pouvoir faire une analyse de toutes les informations qui ont été collectées lors de l'audit, pour en faire ensuite un rapport qui va être fourni aux municipalités. Et bien, le dirigeant de cette entreprise est venu nous voir pour nous demander comment, alors que cette entreprise travaille dans les services environnementaux, réduire leur empreinte environnementale parce qu'ils se déplacent beaucoup. Et donc on a étudié avec eux quels sont les potentiels objets connectés qui leur permettraient de récupérer ces informations à distance, et on a calculé avec eux quel est le seuil de rentabilité environnementale d'installer ces objets connectés dans les bâtiments plutôt que de se déplacer en véhicule. Et donc on les a accompagnés comme ça pour leur dire à quel moment, en termes de distance, en termes de nombre de salles, il est pertinent d'installer un objet connecté. Puis c'est un exemple parmi tant d'autres. On travaille aussi avec Sanofi, des groupes comme ça pour optimiser leurs déchets. D'accord. Et tu avais parlé d'effets rebond, on va revenir dessus. Donc, peux-tu expliquer ce que c'est que l'effet rebond d'ailleurs ? Oui, alors encore une autre définition. Je suis un peu Bernard Pivot de l'IoT là. Donc l'effet rebond qu'on appelle également le paradoxe de Jevons, c'est un travers sociotechnique
qui a été identifié pour la première fois au moment de l'époque industrielle. Donc Jevons, pourquoi ? C'est parce que c'est la première personne qui a identifié qu'au moment où on a créé la machine à vapeur, qui était à l'origine créée pour baisser la consommation de charbon, donc, il y a eu des physiciens qui se sont dit, tiens, on utilise beaucoup de charbon et la chaleur du charbon pour faire différentes activités industrielles. En inventant la machine à vapeur, on va utiliser un peu de charbon et utiliser la force mécanique de la vapeur pour pouvoir faire la même chose. Le but, c'était de réduire la consommation de charbon. Sauf que la machine à vapeur marchait tellement bien qu'ils en ont fabriqué beaucoup et qu'on a donc consommé beaucoup plus de charbon. Ce qu'on appelle l'effet rebond. Et donc dans l'effet rebond, notamment quand on parle de technologie, on va souvent optimiser une consommation d'une ressource naturelle à un endroit, et il est possible, fort probable, qu'on consomme cette même ressource à un autre endroit, voire d'autres ressources. Et c'est pour ça qu'on parle d'effets rebond directs et d'effets rebond indirects. Il y a différents types d'effets rebond, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais pour illustrer également dans l'IoT, un exemple qui est issu du dernier volet du rapport du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui est sorti, donc le dernier volet qui est sorti au deuxième trimestre de cette année, illustre sur la livraison. Donc on a des systèmes de livraison avec des camions qui viennent, qui se déplacent. Bien sûr, tout le monde connaît aujourd'hui Amazon et d'autres services de livraison. Et tous ces grands opérateurs de livraison se disent « Ah, si on optimisait nos livraisons, et pourquoi pas notre empreinte environnementale, en utilisant des drones plutôt que des camionnettes. » C'est en train de se déployer pas mal. Ça a commencé en Californie, comme toujours, et puis c'est en train d'arriver ailleurs. Donc on a maintenant des drones qui viennent, qui se déplacent notamment pour gérer le dernier kilomètre, qui est la chose qui est dans la logistique le plus important en milieu urbain. Des drones qui sont dans des relais colis, pour faire simple, qui prennent les colis et qui vont le déposer devant votre porte. Le drone en soi pèse moins qu'une camionnette de livraison, consomme beaucoup moins de carburant. Et on observe, en regardant l'analyse de cycle de vie, alors c'est une autre définition, mais je vais faire tout simplement pour regarder l'empreinte environnementale du drone depuis sa fabrication jusqu'à sa fin de vie, on se rend compte que les drones ont le même impact que, de manière fractionnaire, la camionnette qui va se déplacer partout. Sauf que c'est plus rentable économiquement. Et donc qu'est-ce qui se passe ? C'est que les livraisons sont plus rapides, et donc les gens font plus de livraisons. Et nous tombons dans un effet rebond. C'est-à-dire qu'on a optimisé d'un côté la livraison en se disant on va consommer moins de carburant avec les camionnettes, sauf qu'on va utiliser plus de drones, plus de livraisons, effet rebond. Un exemple, avec l'IoT notamment. Et donc vous préconisez la frugalité justement dans l'IoT. Est-ce que... Alors oui, comme je l'ai dit, la raison d'être de Mavana, c'est d'aider les organisations à identifier puis réduire leur empreinte environnementale. Et donc dans cette action de réduction, on prend en compte des plans d'action qui vont peut-être modifier les modes opératoires de l'entreprise, mais je dis bien peut-être, c'est-à-dire qu'on essaie de le faire en pensant à la pertinence de cette modification, mais également quelles vont être les bonnes modalités pour prendre en compte cette technologie. Et donc là, on parle de frugalité, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas trop dépenser. Un exemple classique, j'ai eu un client donc, qui fait de la mesure de la fissure dans les bâtiments, qui jusqu'à présent, ça fait 40 ans qu'ils font ça, installent des réglettes sur les bâtiments et qui observent sur le temps, souvent moyen terme, long terme, l'évolution des fractures dans les bâtiments. Ils se disent, bon, plutôt que de venir avec un cordiste ou une nacelle qui coûte cher et qui dépense du carburant, pourquoi ne pas mettre des objets connectés qui nous permettent de faire cette supervision à distance tous les trimestres ou tous les ans ? On a réfléchi à ça et la première réaction de ce client, c'est de dire maintenant que j'ai un objet connecté, je vais pouvoir avoir mes informations tous les jours. Donc c'est là où on dit peut-être pas en fait, vous en avez peut-être pas besoin. Et là on rentre dans la frugalité. Et là c'est vraiment socio-technique, c'est-à-dire que la technologie est là, et il faut aussi se cantonner à l'utilité. On a l'habitude chez Mavana de parler des 3 U. Il faut que ce soit utile, il faut que ce soit utilisable, il faut que ce soit utilisé. Si on n'a pas les 3, à ce moment-là, on va peut-être considérer qu'on n'est pas vraiment dans la frugalité. Merci pour ces explications. Et en parlant de frugalité, je crois qu'il y a Henri, justement, de Global Smart Rescue, qui connaît bien pour des raisons techniques aussi, puisque je crois que tu fais de l'IoT par satellite. Pour quel usage, par exemple ? Alors, tout à fait. Alors, plusieurs usages, effectivement. Je suis plutôt axé sur l'atténuation des crises climatiques, catastrophes naturelles par IoT satellite, donc apporter des réponses quand il n'y a plus de réseau pour globalement réduire les bilans humains.
Et on a eu une bonne surprise sur l'une de nos briques qu'on a développées technologiquement, qu'on a d'ailleurs lancée avant-hier, ici même en bas. On appelait ça le SatKey. On s'était aperçu qu'un objet IoT satellite relativement simple permettait d'éviter des déplacements sur des zones blanches. Vous avez souvent des shelters, des systèmes de pompage qui sont en zone blanche. Vous avez des routeurs aussi. Et des fois, au lieu d'envoyer un technicien quand ça a planté, quand ça ne marche plus, ou une station météo, un simple reboot ou déclenchement par satellite, par IoT satellite, règle le problème. Donc, et là, qu'est-ce qu'on s'est dit ? Moins de trajets, économie carbone. Et des fois, ça peut faire, parce que vous imaginez un système de contrôle, on va dire d'intégrité, sans rentrer dans les détails, de piles de béton en pleine mer, par exemple parc éolien, le déplacement, c'est pas juste en voiture. C'est plusieurs personnes qui vont aller prendre un bateau, qui vont dépenser de l'essence, qui vont dépenser aussi peut-être des nuits d'hôtel, et qui vont cramer du gasoil. Tout ça, des fois, pour remonter un interrupteur. J'exagère à peine quand je dis ça. C'est beaucoup plus courant qu'on ne le croit. Et donc, on a décidé de lancer ce produit. Et en plus, on peut avoir des informations d'urgence. Plutôt que d'envoyer quelqu'un dire de temps en temps, est-ce que la porte du shelter, je ne sais pas, d'un grand transporteur d'électricité est bien fermée? Est-ce que l'intégrité est encore bonne? Et là, on peut remonter aussi par ce système des contacts secs, d'ouverture de porte, de hauteur d'eau qui serait dépassée parce qu'il y a eu trop de pluie. Tout ça évite à réduire la consommation de carbone pour les entreprises et donc pour nous, la société. Et vous avez parlé justement de lutte contre les catastrophes, je crois. Vous avez développé quoi et avec qui d'ailleurs? Alors, on a développé avec, entre guillemets, pas mal de personnes avec des soutiens comme Connect Backness, des choses comme ça. C'est une solution, on va dire, de visualisation des communications sur le terrain lorsqu'il n'y a plus de réseau. Et malheureusement, il va y avoir du travail parce qu'il y a de plus en plus de population. Et avec la crise climatique, il y a de plus en plus de catastrophes naturelles. Et voire industrielles, parce que ça marche aussi. Donc, quand il n'y a plus de réseau, notre système permet d'équiper des bâtiments, des pompiers, des véhicules, et de continuer d'une part à communiquer, quoi qu'il arrive, et d'autre part, de manière intelligente, à capter des paramètres environnementaux qui vont permettre d'être analysés et de lancer des alertes, on espère, le plus précoce possible pour épargner des vies et des biens. Oui, et je crois tu m'avais parlé aussi d'un accompagnement du groupe Secours Catastrophe Français. Ah oui, c'était où? Alors, on a un partenariat avec le groupe Catastrophe Français, qui est une ONG française de pompiers. On a fait des tests pour avoir des réflexes, des retours d'expérience avec eux. Dans un premier temps au Liban, sur des opérations qu'ils ont eues au Liban, et un peu plus dernièrement, au début de la guerre en Ukraine. Les premières missions qu'ils ont fait en Ukraine étaient très très sensibles parce que la situation était les premiers jours extrêmement mouvante et dangereuse. Donc nous, d'un côté, on a eu un rétexte de l'utilisation de nos systèmes et de l'autre côté, ça a pu permettre de garder un œil sur eux, de surveiller, de communiquer et de voir que tout se passait bien. Mais ils communiquent comment avec Alors, ils communiquent notre Little Alert Box, on a appelé ça comme ça. C'est un boîtier donc qui communique par satellite. On peut se connecter avec n'importe quel smartphone, tablette. On peut appuyer sur des boutons pour envoyer des messages préenregistrés ou recevoir du commandement ou de GSR en l'occurrence des consignes, ou quand c'est les pompiers qui gèrent la situation ou un poste de crise, du poste de crise. Le tout évidemment géolocalisé. Donc cet échange permanent possible par IoT et extrêmement sécurisant pour la compréhension et pour la protection des personnes. Donc j'ai mon téléphone par exemple, je cherche le Wi-Fi de la box, c'est ça? C'est ça, il n'y a pas besoin d'application parce que le jour où il n'y a plus de 4G, c'est pas là où vous allez télécharger sur votre téléphone une application, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est quand il y a un problème de réseau, notre Little Alert Box s'ouvre et fait un Wi-Fi captif avec n'importe quel navigateur sur un téléphone, une tablette, un ordinateur, pourquoi pas une montre connectée. Vous pouvez vous connecter dessus, envoyer des messages d'alerte, décrire votre situation et recevoir des consignes des autorités.
Typiquement, Vallée de la Roya, bon, crise climatique, bon, des villages isolés pendant plusieurs jours, tant en communication que physiquement. L'optimisation des secours, si les mairies avaient été équipées de notre système, aurait été beaucoup plus simple. Certains maires auraient pu, par exemple, dire non, là, on n'a pas d'urgence absolue, ou plutôt d'autres, venez tout de suite, parce que moi, j'ai 4 personnes en urgence absolue. Voilà un peu le concept. Donc effectivement, le concept, donc je suis un maire, je dis, je suis sur une interface web, en fait, tout simplement, C'est ça. un site internet, et je dis, là, tout va bien, ou effectivement, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai 200 habitants avec moi, et il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Tout à fait, c'est ça. Et c'est par message texte. Donc. C'est par, moi j'appelle ça un petit peu le Twitter de l'espace. Oui, c'est par texte, mais par texte on peut faire beaucoup de choses. D'autant plus en commandement avec la plateforme adéquate. Évidemment, on a une plateforme adéquate pour. On peut faire aussi passer de l'information automatique. Une alerte automatique ou, par exemple, voilà, une détection de radioactivité, par exemple, ça pourrait devenir prégnant dans l'avenir, j'espère pas. Automatiquement, ça alerte par satellite les serveurs et la réponse est déclenchée beaucoup plus vite. D'accord. Malheureusement, je tiens à dire qu'entre catastrophe climatique et risque de guerre, GSR va avoir un peu de travail, j'ai bien peur, les années à venir. Oui. Je pense aussi que HDRN aussi doit être sollicité pour avoir plus de données pour faire des prévisions météorologiques. Hein. Vous donnez justement des données à qui? À Météo France aussi? Ou à d'autres entreprises? Alors, oui, à d'autres entreprises évidemment. Alors oui, on a un partenariat avec Météo France. Oui. Pour évaluer notre solution. Et l'idée, en fait, c'est à terme, on pourrait imaginer en fait de faire que nous on leur donne des données en fait sur des pays limitrophes en fait où pour l'instant ils ont pas de données pour pouvoir améliorer les modèles et améliorer donc les prévisions à 1 ou 2 jours. Voilà. Après, sinon, on travaille aussi avec les pompiers, nous, en fait. Le déploiement qu'on fait dans l'arc méditerranéen, actuellement, là, on a déployé 500 stations, on va en déployer 1000 d'ici la fin de l'année. Il se fait très majoritairement chez les pompiers. Voilà, donc, je sais pas, 90% des stations, quoi. Donc, voilà, et donc, nous, on leur fournit la donnée. On va d'ailleurs... alors, on a une très belle interface pour montrer nos données. Et une nouvelle version va sortir mi-octobre. Et on va aller justement présenter cette nouvelle version aux pompiers pour qu'ils puissent l'utiliser au mieux. Donc les pompiers, globalement, eux, ça va les intéresser pour suivre en temps réel en fait, l'événement quand il arrive, avoir aussi des prévisions de ce qui va se passer. Et du coup, en fait, on va dire, identifier l'endroit où ça va être le plus problématique, où il va vraiment y avoir le plus d'eau, donc le coup le plus de dégâts, et éventuellement prépositionner des forces avant l'arrivée du grain, puisque nous on fait des prévisions jusqu'à 2 heures à l'avance. Voilà. Oui, en plus ça concerne aussi les entreprises, je suppose, comme par exemple Suez, vous devez aussi prévenir la sécurité de ceux qui travaillent pour vous. S'il y a une alerte, vous pouvez la transmettre. On peut imaginer ça. Ça nous arrive aussi, alors un petit peu moins dans le milieu du déchet, mais plus également dans le milieu de l'eau. On a des alertes inondations, effectivement, puisqu'on va pouvoir monitorer justement l'augmentation de l'eau dans les rivières. Donc c'est plutôt côté eau, effectivement, où ils peuvent créer des alertes. Oui, d'accord. Donc il y a la partie eau aussi. Donc comme ça, vous créez des alertes aussi vous voyez des choses aussi au niveau des égouts, par exemple? Alors, dans l'eau, un petit peu moins, on monitore effectivement la qualité de l'eau. Et côté déchets, là où moi je travaille, non, effectivement, aujourd'hui, on est plus sur du monitoring que sur un rôle d'alerte. D'accord. Très bien. Si je puis rajouter quelque chose, Michael. Oui. Ça, c'est du côté de l'anecdote, mais l'idée même de Mavana, donc cette entreprise qui travaille là-dessus, est issue d'un cas d'usage qu'on a observé chez Suez à Carcassonne, où ce qu'ils appellent les oreilles connectées. Ils écoutent dans les souterrains de la ville de Carcassonne les fuites d'eau et arrivent à géolocaliser, grâce à ces petites oreilles connectées, à quel endroit une fuite est apparue. Quand avant, il fallait venir avec une manipelle pour creuser, pour essayer d'identifier à quel endroit c'est, là, ils arrivent à géolocaliser ces fuites, alors géolocaliser plus ou moins précisément, mais c'est du fait que j'ai entendu parler de cette application, alors que j'étais dans l'Internet des objets, je me suis dit, bon, il y a vraiment le bon et le mauvais IoT, et tentons d'aller aider les organisations à utiliser le bon IoT. Oui, effectivement, oui.
Oui. Après, je crois qu'il y avait aussi des chiens, je crois, qui sont appelés pour détecter les fuites d'eau, non? Mais je ne sais pas si Suez le fait. On va plus se baser sur l'IoT, mais effectivement, ça existe. Oui. Et ça me fait penser que, au niveau des chiens, je crois que Henri, tu avais, par rapport aux chiens secouristes aussi, tu avais quelque chose. Oui, donc GSR, Balsfart Rescue, a une vision de 360 en termes, on va dire, de solutions techniques et spatiales et technologiques, numériques pour gérer ces catastrophes. Donc tout à l'heure, cet après-midi, je serai avec le S1031 pour faire un essai, du moins pour une démonstration plus précisément. Voilà, d'un système qui sera un outil pour les chiens dans la recherche de victimes sous effondrement. En gros, tremblement de terre, effondrement de bâtiments ou des choses. Cet outil, tout simplement, on considère qu'un téléphone, c'est potentiellement une victime. Donc si on peut aller chercher le téléphone, on peut localiser et communiquer avec la victime, pour peu qu'elle soit encore consciente, bien sûr, ou au moins la localiser si elle est inconsciente ou pire, sous les décombres. C'est un outil qui est vraiment complémentaire aux chiens. D'accord, oui. Donc on voit là, c'est aussi un détournement d'une technologie pour les secours. Oui. C'est une innovation d'usage de GSR. Derrière cette technologie, c'est une technologie militaire et de renseignement qui est extrêmement sensible. Donc j'ai dû discuter, négocier avec l'ANSSI, entre autres, qui donne ses avis, et le ministère de l'Intérieur, pour pouvoir adapter cet appareil à objectif de secours. Oui, donc au moins, en cas de catastrophe, au moins, oui, effectivement. Ça a été l'argument qui a fait passer ça aux décideurs dans des différents services de renseignement. C'est votre technologie, moi je l'adapte, elle sauvera des vies. Si vous ne la laissez pas accéder au système, au service de secours et à nous, quelque part vous serez responsable d'une aggravation de bilan. Donc, d'accord. Donc voilà. Donc effectivement, au niveau adaptation et atténuation, je crois que quand même on a un bon aperçu. Ce qu'on va faire là, après cet aperçu, je pense qu'il y a beaucoup de questions. Je pense qu'il y a des personnes qui devraient avoir des questions maintenant dans la salle, puisque quand même. Oui, vas-y. Un complément d'information, parce que tu m'as posé une question sur la frugalité, et puis on a la chance d'avoir un fabricant ici, donc je vais pouvoir parler de ça. Donc peut-être rappeler ou dire aux personnes que quand on parle de l'environnement du numérique, il ne faut pas oublier que le numérique a son empreinte environnementale également, et que près de 80% de cette empreinte environnementale est liée, en France, parce que après dans l'utilisation on a un mix énergétique différent, mais en France, 80% de l'empreinte environnementale du numérique est liée à la fabrication des objets. Pardon. Et donc cette frugalité, c'est aussi utiliser des objets de manière pérenne, la plus durable possible, et les installer quand c'est pertinent. Alors, quand c'est pertinent, il faut bien entendre. Il y a des solutions comme celle d'Henri qui sont pour la gestion des crises et des incidents qu'on ne peut pas a priori prévoir, donc il faudra en installer, et d'autres où on peut se poser la question de est-ce qu'il vaut mieux installer un objet ou est-ce qu'il vaut mieux continuer dans le statu quo et continuer à utiliser notre activité d'aujourd'hui. Et c'est là il faut prendre en compte à chaque fois la balance entre les bénéfices et les coûts environnementaux de tout ça. On en a un peu discuté déjà, la décision de travailler avec Mavanar pour estimer ce coût du SATKI en termes climatiques, parce que c'est aussi un argument pour les entreprises maintenant, le coût carbone. Oui, donc connaître l'empreinte écologique justement de cet outil, du SATKI. Tout à fait, du début de la fabrication, d'où ça vient, jusqu'à la fin. Et notre modèle économique, c'est sur du leasing pour pouvoir garder la main sur le produit et qu'il ne finisse pas dans une benne et qu'on puisse le recycler en fin de vie. Je suppose que aussi ça pourrait intéresser HDRN de connaître, de faire l'ensemble. Vous l'avez peut-être déjà fait, l'empreinte écologique de vos installations. Alors nous, on essaye d'être sobre. Déjà, ça commence par faire des petits objets, en fait. Donc, on a aussi changé, parce qu'au début, on était sur un Raspberry Pi, donc c'est quelque chose qui consomme un peu. On est passé au microcontrôleur, qui consomme beaucoup moins. Nos stations sont alimentées par des panneaux solaires, donc forcément, ça a un impact. Mais une fois qu'elle est installée, elle ne coûte plus rien. Alors après, dans l'impact, il y a
différentes choses. Il y a l'objet connecté lui-même. Donc nous aussi, on est fabricants en fait. Il y a l'objet connecté lui-même. Donc nous, on le fabrique en région Occitanie. Mais on a forcément des pièces qui viennent d'ailleurs. Les composants ils viennent des États-Unis. On a des pièces qui viennent de Chine. Voilà, bon. Et après, une fois que cet objet il existe, bah il y a qu'est-ce qu'on en fait. Donc il y a les réseaux, il y a les serveurs qui sont derrière. Quelles sont les opérations qu'on fait sur les serveurs? Comment on fait notre code? Parce que mine de rien, ça peut changer du tout au tout. Et à la fin aussi, donc nous on présente aussi nos données, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur une application. Et cette application, elle s'exécute ensuite sur le smartphone de l'utilisateur. Et là c'est pareil. Et donc en fait, voilà, c'est ça, c'est comment en fait essayer d'économiser à chaque étape pour essayer de voir global. Et aussi, voilà. Donc nous, là récemment, donc je vous dis, on a changé, on va faire une nouvelle version. Et quand on a fait notre nouvelle version, en fait, on a fait des tests, on a benchmarké en fait ce qu'on pouvait faire, et on a eu des résultats extrêmement différents, tellement différents que le chiffre que je vais vous donner va vous paraître hallucinant. Mais voilà, le différentiel entre les deux technos, c'était 100 000. 100 000. Donc oui, c'est une belle différence quand même. Du côté de Suez aussi, vous travaillez aussi sur l'application, par exemple, vous l'avez conçue pour avoir minimisé l'impact, je suppose aussi. Vos développeurs sont formés à ça? Oui, les développeurs sont formés à ça, effectivement. Alors nous, on n'est pas constructeurs, mais c'est bien évidemment un critère de choix des partenaires avec lesquels on va travailler. Et aujourd'hui, les développeurs essayent justement de minimiser l'impact pour que tous les produits que l'on génère aient justement une empreinte carbone la plus faible possible. Et on a des directions développement durable au sein de Suez qui justement nous accompagnent sur l'analyse du cycle de vie de l'ensemble de ces produits. Oui, donc on fait le tour, oui. Et j'invite les personnes qui ne l'ont pas encore fait, qui font partie du développement logiciel notamment, de se référer au référentiel d'éco-conception de services numériques qui a été sorti, enfin il y a une mise à jour qui a été sortie cette année, qui est une collaboration entre le collectif Green IT, la DINUM, enfin la direction l'innovation et la sobriété numérique du gouvernement, qui permettent en fait d'avoir dans ce référentiel différentes modalités, différentes étapes, différents cas concrets de réflexion à avoir pour faire de l'éco-conception de ces services numériques d'un point de vue logiciel. Et puis ensuite, il y a l'éco-conception du matériel, où là, on rentre effectivement plutôt dans l'analyse du cycle de vie, des matières, des endroits d'où proviennent les différents composants, bien sûr, pour pouvoir faire l'éco-conception. Oui, merci. Donc, je pense qu'il y en a qui ont peut-être déjà réfléchi à des questions dans la salle, ou peut-être sur ceux qui regardent sur YouTube. Je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Bonjour, tout à l'heure vous parliez de frugalité, et notamment du cas d'usage, je crois que c'était Gilo, par rapport au client qui s'était dit, maintenant que j'ai un objet connecté, je peux l'utiliser tous les jours pour avoir des données tout le temps. Qui c'est qui va réguler ça du coup? Est-ce que c'est vous qui êtes garant du service, ou est-ce que l'utilisateur derrière, après, il peut faire un peu ce qu'il veut? Voilà. Comment vous faites aujourd'hui? En l'occurrence, nous, pas aujourd'hui, parce qu'on est plutôt dans le conseil. Cela dit, on travaille sur une solution logicielle qui permettra au client de visualiser en temps réel quel est l'impact de sa décision de faire ci ou ça en termes, pour l'instant, d'empreinte carbone. Après, un jour, on aimerait pouvoir élargir sur d'autres dimensions environnementales, parce qu'on pourra en considérer une vingtaine. Mais oui, il y a ce côté, en tant que conseil, on peut leur dire, attention, vous êtes en train de faire une bêtise. On ne va pas venir avec une pénalité en disant, maintenant, il faut payer tant parce que vous l'avez fait. Donc ça reste, c'est pour ça que je parle souvent de biais socio-techniques, c'est-à-dire que c'est aussi aux êtres humains de se réguler. Maintenant, un peu comme le disait Sophie tout à l'heure et Michael sur le nudge, c'est que dans l'environnement de travail des personnes, c'est aussi intéressant de les inciter à faire ou ne pas faire certaines choses. En l'occurrence, dans notre métier, c'est plutôt ne pas faire, parce que dès qu'il y a une possibilité, les gens veulent le faire. Mais on y réfléchit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a chez Mavana une personne qui est vraiment orientée sur les conditions de travail et l'accompagnement social, socio-technique de tout ça. Vous vendez des produits et des services, mais vous ne voulez pas qu'on les utilise en fait. Alors, on ne vend pas les objets connectés.
juste pour préciser, hein, on prescrit, un peu comme un médecin en fait, hein, on va regarder l'état de santé d'une entreprise et on va prescrire un remède pour s'adapter ou atténuer. Ensuite, un peu comme un médecin, l'entreprise peut revenir vers nous en disant bon voilà, ça va mieux ou ça va pas mieux, maintenant qu'est-ce que je fais? Maintenant, si l'organisation en question ne suit pas le remède, aujourd'hui du moins, on n'a pas d'autre moyen que de lui dire c'est pas bien. Merci. Donc on a des secouristes, on a des médecins en fait ici. On a vraiment quasiment tous les corps du métier. Il y a d'autres questions aussi, je suppose, peut-être dans la salle ou en ligne? Non? Bon, après, sinon, vous pouvez aussi donner un mot pour conclure ou alors dire quelque chose, retrouver les informations aussi sur le site internet, je suppose aussi, et puis faire passer un message sur la raison d'être de vos entreprises aussi, de ce que vous faites. Il y a des questions quand même. Bonjour, j'aurais une question pour Monsieur Malpart au sujet de l'effet rebond. Donc, vous nous avez expliqué en quoi ça consiste et également des travers sociotechniques qu'on peut rencontrer. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut imaginer pouvoir faire face à ces travers sociotechniques autres que par la prévention? Et est-ce qu'on peut imaginer dans le futur avoir des outils qui puissent y répondre? Une question difficile. Effectivement, la prévention, avant même peut-être la prévention, la sensibilisation fait partie également des choses qu'il faut qu'on mette en œuvre. Quand je dis on, nous collectivement. Alors bien sûr, chez Mavana, ça fait partie de nos prestations de services, d'aller sensibiliser les organisations. Cet après-midi, je serai au Centre national de la formation pour la fonction territoriale publique pour justement sensibiliser ces différentes personnes à ça. Depuis l'année dernière, une des lois françaises impose l'éducation sur l'environnement auprès des circuits scolaires, donc depuis les enfants les plus petits jusqu'à l'université. Donc ça en fait partie, c'est par contre sur le moyen long terme. Ensuite, la prévention, elle est faite également à travers, non pas l'effet rebond, mais plutôt l'accessibilité numérique, la prise de conscience de l'impact du numérique sur les façons dont les personnes vont travailler. Donc ça, c'est plutôt de la prévention et ça tient plus du RH et de la sociotechnique, justement. Ensuite, en termes de moyens techniques pour empêcher, malheureusement, on est, enfin, en tout cas de ce que je sache, on est dans un mode où chaque fournisseur de solutions technologiques a la main mise sur autoriser ou ne pas autoriser certaines choses. Je vais donner un exemple. Dans le monde de l'Internet des objets, certains fabricants, par exemple dans votre maison, vont vous permettre d'avoir un thermostat connecté, de commander à distance des volets roulants, etc. Ces objets viennent avec des paramètres qui permettent de dire je veux récupérer l'info toutes les 15 minutes, toutes les heures, toutes les secondes. Certains fabricants vont dire, souvent pour des raisons économiques, vous allez pouvoir envoyer des informations toutes les heures, mais pas toutes les 15 minutes. On est déjà un peu dans la frugalité. D'autres vont dire non mais moi c'est open bar, hein, vous pouvez envoyer toutes les secondes, etc. Donc là ça tient également de la responsabilité des fournisseurs de solutions. Et comment on responsabilise les fournisseurs? En les sensibilisant, bien sûr, et en leur montrant, et c'est souvent le cas, l'intérêt économique à ne pas faire certaines choses. Et c'est là où, en tout cas c'est aujourd'hui, et puis je regarde mon associé Jean-François qui opine de la tête ou non, mais c'est aujourd'hui le meilleur levier qu'on ait trouvé, c'est vraiment de coupler l'efficacité économique et l'efficacité environnementale. Et en faisant ça, on arrive à rentrer dans quelque chose qui est vertueux. Pour les fabricants, ça va être peut-être moins de coûts, notamment si on prend l'exemple de Henry, où ils sont dans un mode de leasing. Donc ça va être leur intérêt d'optimiser le fait que le service soit quand même rendu, mais que ça leur coûte le moins cher. Et souvent, ça vient de pair avec l'optimisation environnementale. Il y a des nouvelles constellations satellitaires qui arrivent justement où, en fonction du nombre de messages satellites utilisés, les abonnements ne sont pas les mêmes. Donc on a tout intérêt à optimiser nos systèmes pour ne serait-ce que des coûts. Et je suis d'accord avec toi, une entreprise, pour qu'elle vive, il faut qu'elle voie son retour sur investissement, autrement elle meurt et là il n'y a plus de carbone.
sinon, enfin, moi, j'ai peut-être une question pour Henri. Je crois que tu utilisais quel type de composants en fait? Il y a des problèmes de disponibilité de composants, je crois. Ah oui, ça. On a des composants qui étaient à 3 $, qui sont passés à 80 ou 90 $. Quand on avait 5 ou 6 dans le système, ça commence à faire mal, donc on a été obligé de s'adapter. Pour les composants, on utilisait des composants, le gros du cœur, c'est américain pour l'instant, Iridium, mais on a une volonté très claire, et pour aussi d'autres raisons, que ça devienne souverain, au moins au niveau européen. D'où, par exemple, Astrocast, qui arrive en force avec leur satellite, et ou Kineis, qui va arriver aussi en force. La souveraineté dans l'IoT satellitaire arrive donc. Oui, c'est pour moi essentiel. Donc en plus un message de souveraineté numérique. Bon. Peut-être d'autres questions justement sur la souveraineté dans l'IoT. On a fait déjà un tour assez complet justement. Peut-être puisqu'on parlait de souveraineté, on parle souvent des GAFAM du coup quand on parle de souveraineté. Oui. Il y a dans le numérique, on a beaucoup parlé d'objets connectés, on n'a pas beaucoup parlé du reste. Je pense que HDRain est beaucoup également d'un côté logiciel et côté web. Il y a bien sûr les fournisseurs des installations cloud ou pas cloud d'ailleurs, qui ont leur rôle et leur responsabilité. Pour être un peu optimiste, on se rend compte quand même qu'il y a de plus en plus, et notamment les gros fournisseurs de services cloud, qui se soucient de cette empreinte environnementale. Alors bien sûr, au début, c'était aussi pour des raisons économiques, mais maintenant, ils sont également capables de donner des informations sur si vous utilisez tel serveur virtuel sur telle infrastructure, et ben c'est tant de grammes ou de kilogrammes de CO2 équivalent par instantiation ou par utilisation. Donc eux-mêmes sont en train de rentrer dans cette modalité où plus que donner à travers une petite calculette quel est le coût final de votre utilisation du cloud, il y a également une petite calculette qui va vous donner quelle est l'empreinte carbone. Alors, il faut définir ce que ça veut dire empreinte carbone pour eux, mais quel est l'équivalent carbone de votre utilisation. Donc ça rentre également dans les considérations des personnes qui vont pouvoir développer leurs services connectés. Et puis pour revenir sur l'Internet des objets, parce que tu nous tendais le bâton pour faire un peu d'actualité, chez Mavana, on a co-rédigé un livre blanc qui devrait sortir le 20 octobre, donc bientôt, sur lequel on a étudié plusieurs cas d'usage où l'Internet des objets a un intérêt sur l'atténuation ou l'adaptation de nos activités. Et dans ces cas d'usage, il y en a plusieurs, je ne vais pas passer tout ça en détail, il y a notamment le suivi de la chaîne de froid sur les denrées périssables. Il y a les compteurs connectés dans les maisons pour aider à éduquer, donc on reparle de nudging, les particuliers sur leur consommation, mais également les entreprises. Il y a l'éclairage public. Enfin voilà, on a étudié différentes choses comme ça avec un cabinet européen qui s'appelle Bearing Point, et on sort le 20 octobre ce livre blanc. Je vous invite à le lire si ça vous intéresse, où on aborde à la fois donc l'Internet des objets sur les objets connectés, leur utilisation, les cas d'usage, et puis les quantifications environnementales, bien sûr, tout ça. Peut-être, Sophie, justement, sur l'Internet des objets, je crois que vous avez les poubelles, justement, qui sont pucées, c'est-à-dire connectées. C'est simplement une puce RFID pour identifier, ou il y a autre chose après? L'emplacement, peut-être Alors aujourd'hui, on va pouvoir effectivement l'identifier, mais également pouvoir la géolocaliser. Après, on va pouvoir du coup faire remonter l'ensemble de ces données à la maille de quartier pour justement que la collectivité puisse visualiser les quartiers dans lesquels un effort de prévention est nécessaire. Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que le numérique n'est qu'un moyen, et ce qui nous intéresse, c'est vraiment de travailler sur le geste de tri, sur l'accompagnement, sur la pédagogie, que ça soit du point de vue de l'usager, mais aussi de l'entreprise, sur le travail autour de l'éco-conception, pour vraiment maximiser le taux de recyclage et de valorisation de ces produits. Domina aussi, je pense que par rapport justement à l'utilisation du matériel, tu as dit que quelque part c'est de la récupération, c'est vous récupérez aussi les signaux, les antennes, les paraboles. Vous faites comment pour Alors nous, en fait, on installe nos propres paraboles parce qu'en fait, ça nous permet de choisir le satellite. Et voilà, donc en fait, nous, on a notre propre LNB, enfin, c'est le récepteur en fait.
Voilà, donc non, sur ces points-là. Par contre, on utilise des satellites qui existent déjà dans le ciel. Oui. Donc voilà, on lance pas de satellites. On a un concurrent américain qui lui, est parti pour lancer des satellites. Mais après, je veux dire, c'est toujours pareil, quoi. Il faut voir. Oui, de toute façon, tout ce qu'on fait en fait coûte à la planète. Donc on fait quelque chose. La question, c'est en regard, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est vraiment utile? Bah, là, nous, on parle de choses utiles, je dirais. C'est-à-dire, on déploie des choses pour améliorer la vie des gens, pour les sauver, pour sauver leurs biens. Mais je vais... En ce moment, il y a des choses sur la planète où en fait on dépense de l'énergie, mais franchement, ça sert pas à grand-chose. Enfin bon, je vais prononcer le mot métaverse, mais il y en a d'autres qui existent, quoi. Et on se demande, enfin voilà, moi je ne vais pas dans ce genre de choses. Oui, d'un côté, on a le métaverse et d'un autre côté, on a le Pakistan où il y a 1 million de constructions qui ont été détruites. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui se comparent. On est en train de vivre une époque malheureusement triste. C'est-à-dire que cette année, cet été, l'été 2022, a été l'été le plus chaud enregistré sur le vieux continent. Jamais enregistré. Voilà, quand on regarde les courbes, on voit que voilà, ces 20-30 dernières années, ça explose. Et enfin, nous, on est là et on essaye de faire notre petit geste. Malheureusement, ça va bien au-delà de ce que nous, on est capable de faire. Il faut se mettre tous ensemble pour faire quelque chose. Et malheureusement, on n'y est pas encore. Oui, merci pour le rappel, parce que justement, il y avait une introduction que je n'ai pas pu faire par manque de slides au départ, mais je voulais justement rappeler que le 13 septembre, peu de personnes ont entendu, mais l'ONU a justement fait une publication, un communiqué de presse très important, et malheureusement, les médias n'en sont pas fait l'écho, parce que c'était justement, la reine était décédée, et il y avait justement toute la cérémonie, il y avait... et on ne parlait justement que de la royauté pendant tout ce temps. Mais l'ONU, le secrétaire général de l'ONU a vraiment lancé une alerte très importante, c'est que les 1,5 degrés de l'accord de Paris, c'est mort. On est à 2,8. Oui, la reine est décédée. Bon, voilà, ça a duré 2 semaines. Moi, je trouve que, enfin oui, voilà. Mais ce que je veux dire, moi, ce qui m'interpelle plus, en fait, c'est la guerre en Ukraine. Parce qu'en fait, on est là à une période où, en fait, où on doit tous s'engager sur l'écologie, sur essayer de sauver notre planète. Et en fait, on a une guerre qui arrive là. Et là, tout le monde, en fait, enfin, je vais dire, se désintéresse. Mais je veux dire, le sujet principal maintenant, c'est se protéger, fabriquer des chars. En plus, bon, quand on lance des obus, etc., bon, je vous imagine pas. Voilà. Et en fait, on a complètement. Malheureusement, c'était vraiment un moment où c'était entre guillemets la dernière chance. Et en fait, on s'occupe d'autre chose. Je ne sais pas quoi dire. Non, mais à savoir, oui, c'est très bien, mais oui, bravo. Et à savoir aussi que il faut savoir que le changement climatique induit des conflits autour de l'eau, par exemple. Actuellement, le conflit au niveau Azerbaïdjan et au niveau de l'Arménie, c'est pas un conflit autour du pétrole ou du gaz, c'est un conflit autour de l'eau. C'est des problèmes de détournement justement de l'eau. Et des conflits autour de l'eau, on va en avoir aussi, il y en a déjà au niveau du Pakistan et de la Chine. Pakistan, Chine et Inde, qui sont des puissances nucléaires. Donc le changement climatique devrait être la priorité numéro 1 si on veut éviter la guerre. Oui. Oui, non, voilà. On est lancé dessus, c'est vrai, ça nous tient à cœur. Donc, prévenir les catastrophes et aussi faire du prévenir les catastrophes, recycler et justement préserver la planète. Et alors, j'ai peut-être une question. Hein, C'était une réaction. Oui, sur les conflits. Oui, loin. Mais n'oubliez pas qu'il y a eu le barrage de Sirvin ici, que pendant cet été, on a vu les conflits d'usage monter entre l'énergie, le refroidissement central nucléaire, etc., etc. La data a un rôle à jouer là-dedans, parce que quand il faut qu'on arrive à réguler des usages très différents, on est amené à gérer beaucoup de données en temps de crise ou en temps réel. Et donc,
oui, il y a plus de régulation, oui, il y a plus d'engagement. Le numérique peut probablement aider, mais c'est aussi ici. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a des innovations qui vont aider au moins à l'adaptation, du moins à contrer. C'est le New Space. Alors c'est sûr que de lancer des satellites, ça coûte un peu en carbone, en climat, mais après, l'URI, l'auto-investissement pour les humains, je pense, peut être très important. Et le tout couplé, vous parliez de données, avec l'intelligence artificielle. Et nous, c'est un enjeu pour nous dans les années à venir, c'est les paramètres hétérogènes, les mesures hétérogènes et des analyser intelligemment. Merci beaucoup. Donc, c'est justement sur ces belles mots qu'on va se quitter. Merci.